déjà, pour aller dans le sens de ce que tu as dit, Eric, effectivement, ce mitage complet du territoire, il apparaît très bien sur cette photo, et on voit des lignes avec des puits légèrement décalés les uns par rapport aux autres, se dessiner clairement. Et le paysage pourrait avoir, alors bien sûr, entre deux, il y aurait de la végétation dans le coin, mais ce serait ce type d'occupation du sol. Voilà, et parce que ça correspond à la disposition idéale pour l'occupation de l'espace par les exploitants de ces captages-là. Vous avez le point de forage et puis les différentes lignes de fracturation. Et ça, c'est l'espacement maximum, donc il faut mettre un autre puits à côté. Et l'idéal, c'est de les décaler d'une demi-longueur, ce qui fait que vous avez le type de paysage qui était présenté avant. Ça correspond, vous voyez, sur une zone complète, vous avez ce type de ligne partout. Voici un exemple dans un district américain, vous avez l'intégralité du territoire qui était justement, chaque ligne est un captage avec la fracturation de chaque côté en ligne. Et voilà, donc vous avez l'ensemble des têtes de puits avec l'ensemble des lignes de fracturation. Tout l'espace est utilisé, tout l'espace est exploité par cette technique-là. Avec, justement, ils en sont fiers, d'ailleurs ils le disent, une répartition presque idéale des puits avec 53 puits de captage sur 18 000 acres, ça doit faire à peu près dans les 8-9 000 hectares, un truc comme ça. C'est quand même beaucoup. Et on verra que sur le permis de Château-Thierry et dans le bassin parisien, c'est plus de 1000 puits qui sont prévus. Donc nous, au Conseil régional de Picardie, on a pris un vœu à l'unanimité, c'est-à-dire tous les groupes politiques de gauche comme de droite, et en plus on félicité, où le Conseil régional décide de s'opposer par tout moyen, alors légaux bien sûr, a priori on n'a pas le droit de l'action directe, enfin bon, tout moyen. On verra. Sur le territoire picard, et donc on exige également un moratoire sur la prospection. Et je crois que, effectivement, c'est une décision assez forte. Et puis il y a aussi, bien sûr, la demande de l'organisation d'un débat public, parce que ce qui est caractéristique dans ce dossier-là, c'est qu'il n'y a absolument aucune information qui est filtrée dans le public. S'il n'y avait pas donc, quelques journalistes actifs, et des associations, quelques élus qui sont vraiment allés mobiliser les gens, diffuser des informations, le site par exemple d'Eric, etc. Il ne se serait jamais rien passé, les gens n'auraient jamais rien su, ils auraient vu les forages chez eux sans comprendre ce qui se passait. Donc une nécessité de mobilisation. Alors, un petit complément sur l'eau. Les volumes qui ont été annoncés effectivement sont de cet ordre-là, 10, 15, 20 millions de litres d'eau. J'ai fait le calcul, ça représente entre 500 et 1000 livraisons pour une fracturation, pour une opération de fracturation. Entre 500 et 1000 livraisons de camions citernes de 20 000 litres, ça fait un camion toutes les 30 minutes pendant 3 semaines, 24 heures sur 24, jour et nuit. Donc, si vous avez, alors, à chaque opération de fracturation, mais le même puits peut être fracturé, il faut ramener de l'eau, etc. Donc vous voyez un peu avec la proximité des puits, sur des petits chemins ou des petites routes rurales, l'embouteillage de camions, les routes défoncées, la pollution, etc., les risques supplémentaires. Alors là, je passe sur la liste des produits chimiques, là aussi, tu l'as très bien fait. Alors, je vais vous montrer quelques données scientifiques publiées, parce que au-delà du listing des produits chimiques présents et de l'impact qu'on devine sur l'environnement global, il commence à y avoir des études scientifiques qui sortent. Alors, une étude signée par Theo Colborn, les gens qui s'intéressent à la santé et à l'environnement savent que c'est la scientifique qui était experte au WWF qui a la première lancé l'alerte sur les polluants que tu évoquais tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux, ces produits qui à très faible dose peuvent faire survenir des hormones. Elle a publié donc une première étude qui démontrait qu'il y avait donc des produits chimiques toxiques liés à la fracturation hydraulique et qu'il fallait absolument qu'on lui communique et qu'on rende transparente l'information sur ces produits chimiques pour vraiment pouvoir évaluer le risque. Parce que ce qui se caractérise, c'est que sur les produits commerciaux utilisés, elle a fait une énorme enquête sur tous les États-Unis. Eh bien, sur 944 produits, il y en avait une petite moitié dont elle ne savait absolument rien. Et sur les substances chimiques utilisées, pareil, quasiment la moitié, sur lesquelles il y a uniquement un point d'interrogation, on ne sait pas du tout quels sont les produits chimiques. Donc on connaît une grosse moitié des produits chimiques utilisés, soit parce que les firmes les ont déclarés, soit parce qu'il y a eu des incidents, qu'il y a eu des analyses de fait, mais en fait on est face à une grande inconnue, et comment est-ce qu'on peut évaluer un risque si on ne connaît pas la nature des produits chimiques. Ça paraît complètement aberrant, extrêmement dangereux. La prochaine. Alors avec les produits qu'elle a pu caractériser par leur numéro 4, le numéro qui permet
ce service de reconnaître formellement et de coder les produits chimiques. Voilà ce qu'elle a trouvé comme type de danger. Donc des produits qui sont des irritants pour les yeux et la peau représentent à peu près 85% des produits chimiques trouvés. Des toxiques pour le système respiratoire, plus de 80%. Des produits qui impactent le système gastro-intestinal et donc le foie, 75%. Des produits neurotoxiques, une grosse moitié. Des produits toxiques pour le système immunitaire, 40%. Pour les reins, 40%. Pour le système cardiovasculaire, 45%. Des cancérigènes, un gros quart, un gros 25%. Des produits mutagènes, un quart. Des produits perturbateurs endocriniens, 35 à 40%. Et puis voilà, des produits qui ont un impact sur les milieux, 40% également. Vous voyez que ce sont des produits qui sont loin d'être anodins, parce qu'on en a, selon les propriétés, soit un tiers pour le cancer, un quart, jusqu'à 80% pour le système respiratoire. Donc ce sont des produits toxiques, et pour le système respiratoire, par exemple, il faut savoir que les petits lacs qui servent à l'évaporation de l'eau qui est servie au fracking, ça permet de réduire les volumes, mais en réduisant les volumes, on réévapore dans l'atmosphère toute une partie des produits chimiques qui ont été utilisés, et ça vient être respiré bien sûr par les populations qui habitent autour. Et avec la densité des forages, vous voyez bien que les habitations sont parfois fort près des zones sources de pollution. La suivante, on va passer dessus, parce que c'est presque la même. Alors, sur les autres études scientifiques qui existent par rapport à, reconnues, publiées, ou les études d'agence sur les impacts sur l'environnement, celle-ci est intéressante. Vraiment, elle est en français. Institut national de santé publique de Québec, un rapport préliminaire. Alors, j'extrais un des paragraphes de la fin. Alors, eux, ils se plaignent aussi du manque de données. Ils disent que l'évaluation du risque nécessite une meilleure connaissance de la situation. Donc, dans le contexte des urgences de santé publique, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer spécifiquement quant aux impacts sanitaires. Et pour cause, on ne connaît pas 40 à 45% des produits chimiques utilisés. Donc, eux, en tant que scientifiques, ils disent qu'on ne peut pas avoir un rapport complet. Mais, dans tous les États ou provinces où cette exploitation a eu lieu, nous constatons qu'encore tout récemment, certains incidents ont entraîné blessures et décès, qui constituent un enjeu réel, même avec les techniques les plus récentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer l'impact sanitaire globalement, parce qu'on ne connaît pas tout, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des blessures et des décès visibles. Et ça, c'est peut-être que la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est les intoxications aiguës, les accidents, mais l'impact sur le long terme, au niveau des cancers, etc., qu'est-ce qui va se passer en termes de cancer dans 20 ou 30 ans, ça, c'est encore bien trop tôt pour l'évaluer. Alors, un autre gros enjeu par rapport à l'extraction de ces gaz et pétroles non conventionnels, qui sont des ressources auxquelles on n'aurait pas dû avoir accès si on n'avait pas utilisé cette fracturation hydraulique, c'est qu'on va rajouter non seulement des dioxydes de carbone au dioxyde de carbone déjà émis par les ressources fossiles traditionnelles, mais en plus on va rajouter d'autres produits qui vont renforcer l'effet de serre. Et donc on va aller exactement dans le sens inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire freiner, ralentir la modification du climat. Alors ce scientifique de l'Université Cornell montre bien que, on passe sur le texte qui est en anglais, si on regarde le niveau de contribution à l'effet de serre pour le gasoil, voilà, on a un impact direct, un impact indirect qui est lié au processus de fabrication. Si on regarde le charbon, l'impact global est beaucoup plus important, directement et indirectement. Et si on regarde les gaz non conventionnels, on a effectivement une contribution directe assez faible, plus faible que le diesel, que le gasoil. Quand on ajoute après ça la contribution indirecte, c'est-à-dire liée au mode de production, c'est assez important, mais au-dessus, il faut rajouter les émissions de méthane dont tu parlais tout à l'heure, qui ont lieu à toutes les étapes de la fabrication. Et là, on arrive à un impact global sur l'environnement qui est égal, voire même légèrement supérieur à celui du charbon. Et ce que disait la ministre hier, c'était de dire oui, mais bon, ça peut être utile, parce que si on exploite ça à la place du charbon, ça va avoir un meilleur bilan. Alors on peut déjà la contredire à propos de ça, parce que c'est peut-être pas meilleur, c'est peut-être aussi mauvais, mais en plus, on peut penser que ça n'empêchera pas de toute façon d'exploiter le charbon. Elle expliquait aux Chinois, on voit toutes les difficultés qu'on a actuellement, pour avoir des accords au niveau international sur le climat avec eux, qu'il ne faut pas qu'ils touchent à leur charbon, ça va être compliqué. Donc on va rajouter un niveau de pollution de modification du climat global extrêmement important. Et donc on peut mettre en évidence, c'est une manière de le visualiser, justement les fuites de méthane. On le voit ici sur un réservoir avec une caméra infrarouge, on ne le voit pas à l'œil nu, mais on voit très bien qu'il y a des fuites qui apparaissent. Et ça a été chiffré par l'Agence de protection des États-Unis. À tous les stades du processus, on a des fuites de méthane qu'il faut prendre en compte. Alors,
Il y a une étude extraordinairement précise qui vient de sortir en Angleterre en novembre, l'Université de Manchester. Alors, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit, je n'ai pas eu le temps de faire la traduction du texte original. Cette étude nous dit que finalement, clairement, il y a des preuves de la pratique américaine qui nous montrent qu'il y a un risque significatif de pollution des eaux de surface et que l'approche qu'on devrait avoir par rapport à ça, c'est une approche de précaution. Ensuite, l'étude conclut qu'il y a vraiment très peu d'éléments qui permettent de penser que l'utilisation des gaz de schiste va jouer un rôle important comme finalement énergie de transition pour aller vers une économie décarbonée, ça ne marche pas. Ils disent aussi que si on ne réduit pas de manière autoritaire, si on ne met pas un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, l'exploitation du gaz de schiste, ça va renforcer donc les émissions de carbone nettes, et puis que si on veut vraiment aller vers des réductions de carbone importantes, il faut plutôt mettre en place une technologie décarbonée, et que l'exploitation du gaz de schiste, ça va en fait faire perdre du temps dans cette transition, ça va la reporter à plus tard, parce qu'on ne pourra pas mobiliser toutes les ressources. Et quand ils sont dans un scénario d'exploitation intensive, ils arrivent à modéliser l'augmentation en CO2 dans l'atmosphère à 11 ppm, 11 parties par million, d'ici 2050. Et ça, donc, on est capable de montrer, de modéliser, de montrer l'impact que ça va avoir sur l'atmosphère globale et donc sur l'effet de serre. C'est donc très mauvais. Ça, on va passer, tu l'as déjà montré tout à l'heure, les permis dans la région, le permis de Château-Thierry, donc 4 septembre 89, signé par Orlo, hein, voilà, donc mine d'hydrocarbures, à la société de 2009, Toréador Énergie France. Voilà, l'engagement financier d'1 600 000 €. Vous voyez, c'est pas des petites billes. Alors, le voilà, permis. Vous voyez qu'on est dans l'Aisne, en grande partie, un petit peu dans Champagne-Ardenne, une grosse partie aussi en Ile-de-France. 779 km². 779 km², un permis accordé pour 5 ans en exploration. Alors, ce n'est pas le seul permis de la région. On va les voir un peu plus en détail. Il y a le permis dont tu as parlé aussi, par Loup, qui lui est important, 1444 km². Que pour l'Aisne, vous avez de la chance. La suite, le permis de mots qui vient donc voilà, qui est en projet, voilà, projet, un peu vite, hein. projets, oui, donc ça vient dans l'Oise. Alors l'Oise est aussi concernée, ça revient dans l'Aisne. C'est des permis en attente d'instruction. Voilà, ici, permis de coulommier qui concerne un peu des zones similaires. Hein. La suite, et puis il y en a aussi dans l'Oise. Moi j'habite là, donc à côté de Beauvais, Pays de Bray, Pays de Bray Sud, le roi du pétrole. Voilà, ici, il y a le canton de Noailles, enfin dans ces coins-là, il y a 260 km². Là. Donc il y en a dans plein d'endroits en Picardie. Et en Europe, alors en Europe, la France, c'est effectivement un total avec d'autres entreprises au sud. Dans le nord de la France, c'est Toréador, il y a des projets en Angleterre, en Hollande. Et alors la Pologne, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fête là-bas. Et alors là, ils sont accueillis à bras ouverts par l'État. Et alors, les Polonais étaient à la réunion de tous les lobbyistes là, du pétrole de schiste en nombre au Marriott il y a quelques jours. Et je ne suis pas invité. Mais voilà. Je ne pas invité non plus. Il y en a qui sont invités. Très bien. Alors Toréador, la société française pas française, elle est américaine, elle a un siège en France. Ils ont ouvert un siège en France. C'est un siège. Alors, dans la famille Balkany, alors vous connaissez Balkany, mais il y a Balkany quelqu'un d'autre. Là vous avez le frère, le demi-frère, Julien Balkany, qui est vice-président de la société Toréador. C'est un winner, c'est-à-dire que c'est un des 30 meilleurs traders du monde, entre 30% de revenus de croissance dans son fonds géré, spécialiste du pétrole. Hein. Il est vice-président du conseil d'administration de Toréador, donc quelqu'un qui a les dents longues et qui a laissé de grosses parties de ses activités de spéculation pour aller chez Toréador. Toréador, ils ont un site que je vous invite à aller voir. Ce n'est pas un siège à Paris. Quand vous regardez, c'est un siège managérial. Oui, c'est un siège secondaire. C'est pas une entreprise française. Qui paie pas d'impôts en France. Effectivement, c'est un siège secondaire qui leur permet d'opérer sur le terrain. Donc, ils ont un terrain minier concédé ou en projet de 672 000 hectares. Leur but, c'est d'en avoir plus d'1 million. 1 million, 1,3 million dans le bassin parisien. Ils estiment les ressources à 100 milliards de barils d'huile, de pétrole, générables à partir de la roche-mère. Ils présentent aussi leur partenaire S, qui est un partenaire sur lequel on reviendra tout à l'heure. Hein, alors quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la stratégie de cette firme.
c'est pas des gens qui sont venus là faire un tour pour découvrir l'Aisne et qui vont repartir comme ça. Ils avaient des... C'était plutôt une compagnie pétrolière un peu sur le déclin, qui était sur des ressources classiques qui plafonnait un petit peu. Il y a eu un coup aussi, notamment par Julien Balkany, qui a fait un push, qui a racheté des parts et qui a pu investir avec d'autres de ses amis le conseil d'administration. Et donc il a modifié la trajectoire de l'entreprise. Alors ils ont recapitalisé pour pouvoir aller assouvir leur projet. Et ils ont redéployé leur projet. Jusqu'en 2009, ils avaient des projets en Turquie, Roumanie, Hongrie, France. En 2010, il n'y a plus que la France. Tout le reste, ça n'existe plus. Leur seul axe stratégique, c'est la France. Donc, ils n'ont pas de solution de repli. Hein. Parce qu'ils n'ont rien à payer. Voilà, ils disent clairement que c'est une situation extrêmement intéressante au niveau taxe, au niveau fiscal. Donc ils en profitent. Et aussi, je pense qu'on va l'avoir à la suite, parce qu'ils ont, je pense, très bien étudié les réservoirs. Et ils savent que dans ces roches du Lias, ça c'est dans le Jurassique inférieur, il y a des ressources absolument considérables. Ils ont fait un gros travail de biblio à travers tous les forages d'essais qui ont été faits pour les recherches de pétrole classiques. Et ils estiment donc des ressources, ça doit être ensuite, merci. Donc les ressources pour eux, c'est la première couche où il va y avoir des forages, 60 milliards, 10 milliards encore en dessous, 10 milliards dans cette couche-là, pas trop vite, voilà. Merci, ça fait 100 milliards au total. Alors les 100 milliards de barils ne sont pas exploitables, on va en générer, en pomper moins que ça, parce qu'il y a ce qui est vraiment relargué de la roche et ce qu'on peut repomper. Mais en tout cas, ça donne des perspectives en termes de ressources. C'est un siècle de ressources d'un pays comme le Koweït, par exemple. Donc tout de suite, ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils voient la tête d'un émirat, d'une partie de l'émirat. Ils se voient aussi, alors ils vendent bien entendu dans leurs projets qu'ils vendent aux actionnaires l'excellence de situation de Château-Thierry, parce qu'il y a à la fois la raffinerie de Grand Puy qui est à côté, donc déjà les différents pipelines, les gazoducs qui passent, Paris qui est à côté, donc voilà, tout est en place entre la raffinerie, l'exploitation et la connexion au réseau de distribution. Donc tout va bien, tout est en main. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, en dehors des ressources, etc., ils font des similitudes au niveau géologique sur un des bassins que tu as montré tout à l'heure, qui était celui qui était au nord-ouest, le bassin de Williston, entre les États-Unis et le Canada. Ils disent, voilà, on a exactement les mêmes schémas géologiques, et donc il n'y a pas de problème pour eux, ils ne doutent pas, c'est pour ça qu'ils ont mis toute leur bille d'ailleurs dans ce projet, qu'ils vont retomber sur des schémas similaires, des réserves similaires, parce que pour leurs experts, c'est exactement la même configuration géologique. Et d'ailleurs, des résultats positifs ont été enregistrés il y a quelques temps lors d'explorations faites dans cette couche du Lias depuis l'exploration verticale par la société Vermilion. Donc eux, ils n'ont pas de doute, ils sont sûrs à 90% de trouver quelque chose. Alors ça on passe, je l'ai déjà montré tout à l'heure. Et ils ont déjà calandé l'ensemble de leurs actions, ça c'était dans le... Pas trop vite, merci. Les 3 premiers forages d'essai étaient prévus donc en janvier-février 2011, c'est-à-dire maintenant. Ah oui, voilà, ils ont un peu décalé, ce que tu disais. Voilà, dans 3 semaines à 12, donc voilà, vous êtes de là-bas. Et voilà, donc ça, on va... Oui, on va revenir. Voilà. On va y revenir dans 2 secondes. Nos amis on va parler de la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne et d'Île-de-France pour pouvoir nous donner les détails. Donc le coût est déjà parti. Hein. Le coût est déjà parti avec les différentes phases. Forage vertical, forage horizontal, facturation, évaluation du puits à la fin de l'année pour voir effectivement le rendement des premières opérations de facturation. Donc on est déjà dedans. Et il semble bien, d'après ce qu'a dit la ministre, c'est qu'elle a dit clairement les autorisations de travaux en fait, n'ont pas été accordées pour les permis d'extraction de gaz. Et donc ça veut dire en creux que ne dit pas la même chose pour le pétrole. Et donc ce qui se passe chez vous... Les autorisations de travaux ont été accordées pour l'huile de schiste. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et donc la ministre a fait simplement un stop sur le gaz de schiste, mais pas sur l'huile de schiste. Parce qu'elle ne pouvait pas. C'est-à-dire que le forage de Doubs, il est toujours en prévision. Évidemment. Donc, normalement, les dirigeants de la société Toréador et S vont venir à Doubs pour discuter avec la municipalité pour les commencements de travaux qui sont prévus donc la dernière semaine du mois de février. Voilà, donc c'est parce que les autorisations de travaux ont été données.
effectivement, l'exploration donne le droit à l'exploitant d'exploiter les hydrocarbures qu'il va utiliser. La société partenaire de Toreador, c'est la société S, c'est une grosse société américaine, une des 60 premières fortunes au niveau société. Alors, avec un conseil d'administration qui est extrêmement intéressant, avec des gens comme Samuel Bondman, c'est un ancien secrétaire d'État, Brady, Holliday, Thomas Keane, on va voir qui ce sont ces gens-là. Le propriétaire, c'est Dick Cheney. Et c'est pas le propriétaire, non. C'est pas le propriétaire, mais il est l'aspirateur. Je vais expliquer comment. Donc, vous voyez, c'est une fortune, une entreprise qui est devant FedEx, devant Walt Disney, devant Apple, enfin, devant toutes ces petites entreprises-là. Donc ce ne sont pas des nains. Samuel Bondman, c'est un homme clé dans la politique énergétique américaine. Vous avez raison de citer Dick Cheney, c'est un homme clé dans ces affaires. Dick Cheney, qui a été un homme politique avant 1995, il était le patron, le PDG d'Haliburton de 1995 à 1999-2000. Halliburton, c'est l'entreprise qui a inventé la facturation hydraulique en 1947 et fait partie des 2-3 entreprises qui la maîtrisent le mieux. Et la première chose qu'a faite Dick Cheney en arrivant au pouvoir dans les 15 premiers jours avec George Bush en 2000, c'est réunir un groupe de travail pour définir une nouvelle politique énergétique qu'il a axée bien sûr principalement sur les énergies non renouvelables. Et il a eu de cesse de torpiller la législation, notamment du Safe Drinking Water Act, sur l'eau, donc la législation sur l'eau, pour pouvoir en exempter la fracturation hydraulique. Donc il a tout fait, pour ça il est arrivé, et c'est ce monsieur avant qui a justement mis en œuvre sa politique énergétique dès 2005, une fois que la voie était libre et qu'il a pu faire passer son Energy Bill, sa loi sur l'énergie. Donc secrétaire, lui, aussi au CA, il a travaillé avec Bush père et Ronald Reagan, donc secrétaire d'État au Trésor. Un homme clé, Thomas Keane, qui était le président de la Commission nationale d'enquête sur les attaques terroristes contre les USA, rien à voir avec le pétrole, bien entendu. Enfin, ils sont quelques-uns comme ça. Donc ces gens-là sont bien sûr les héritiers de l'époque Bush-Cheney. D'ailleurs, on les voit ensemble, Bondman, Bush et Cheney. Ce sont exactement des gens qui ont toujours travaillé main dans la main. Et ce Dick Cheney, qui est l'homme de l'ombre derrière toute cette affaire-là, qui est l'homme d'ailleurs qui a dealé le truc avec l'utilisation du diesel entre l'Agence de protection des États-Unis et les producteurs, parce que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis ne pouvait pas signer le document, enfin l'autorisation d'exempter la facturation hydraulique des lois sur l'eau si on utilisait le diesel, parce qu'il y avait des traces de benzène, et c'était le polluant qui posait le plus de problèmes. Donc ils ont dit voilà, on va sauver la face en signant une espèce d'accord volontaire pour dire ils ont retiré le diesel, donc il n'y aura plus de benzène, donc ça va être moins difficile à assumer. Sauf que c'est un accord volontaire qui n'avait absolument pas les moyens, que personne n'avait les moyens de contrôler, et c'est ce qui a ouvert la porte donc en 2005 à cette loi sur l'énergie qui a après ouvert la porte au gaz et pétrole de schiste. On va passer là-dessus sur ce qui se passe après, parce qu'il y a besoin de discuter, on a dit il y a beaucoup de choses qu'on garde en réserve, s'il y en a besoin, mais c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et finalement, on voit très bien qu'on est à une période où les Américains ont l'avance technologique, donc ils cherchent absolument à investir l'ensemble des champs d'exploration possibles dans le monde, profiter de cet avantage technologique, trouver des partenaires qui ont aussi envie de faire de l'argent rapidement pour pouvoir occuper le terrain et après faire beaucoup de dollars ou d'euros ou de yuan ou de livres ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, absolument pas dans l'intérêt des territoires, ni des citoyens, ni des habitants des territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut refuser collectivement avec la plus ferme des énergies. Renouvelables, bien sûr. Bon, merci.